Le premier tome d'Ultimate Spider-Man de Hickman sort le 5 novembre, c'est donc le moment de faire le bilan de la première année, puisque ce Spider-Man contient les 12 premiers numéros de la série. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est à la hauteur de l'univers Ultimate de Hickman? À qui ça s'adresse? Je vous propose qu'on regarde tout ça dans une review d'abord sans spoil, puis avec spoil. Le chapitrage est activé, bienvenue sur One More Day Comics, c'est Lucas, générique. Je parle évidemment de la série Spider-Man de 2024 avec Marco Checchetto et non de la série de Bendis sortie dans les années 2000. Bien, alors cette nouvelle série était hyper attendue, moi je l'attendais énormément. La nouvelle série Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman qui reprend d'abord cet univers Ultimate qui renaît de ses cendres comme le Phénix en soi. Pour un rappel rapide du contexte, l'univers Ultimate c'est cet univers alternatif que Hickman avait créé, enfin pas Hickman mais qui avait été créé en tout cas dans les années 2000 par Marvel pour proposer des histoires neuves, vraiment du sang neuf, ramener des nouveaux enjeux, rendre les personnages et les séries plus matures, plus contemporaines et populaires. Ça avait très bien marché, ils avaient créé un personnage qui était fantastique, The Maker, qui est justement la pierre angulaire et le lien entre ces deux mondes-là, parce que l'univers Ultimate est de retour. Le Maker est sorti de sa prison dans Ultimate Invasion, qui était pas fou et c'est pas nécessaire de le lire, et a donc créé cet univers alternatif dans lequel Peter Parker évolue. Mais alors, qu'est-ce que ça raconte? On va donc suivre un Peter Parker qui est très différent, puisqu'ici, il est plus adolescent, il est adulte, donc il a plus de 30 ans, il est marié avec Mary Jane Watson, il a 2 enfants, il est photographe et journaliste au Daily Bugle, notamment avec Oncle Ben, ça c'est assez surprenant, et aussi évidemment James Jonas Jameson. Et donc il fait sa vie de journaliste photographe, très lambda, de père de famille. Au fond, on a vraiment l'impression de voir Peter qui a réussi sa vie, qui a accompli son rêve, tout ce qui lui était refusé en fait dans sa double personnalité, dans sa quête d'identité lorsqu'il était devenu Spider-Man, puisqu'il a toujours eu du mal à jongler entre sa vie pro et sa vie de super-héros je dirais, et sa vie personnelle. Et là il a vraiment sa vie personnelle à lui, qui lui est servi sur un plateau, et donc on découvre d'abord cet univers-là à travers les yeux de Peter Parker et pas de Spider-Man, pour une simple raison, il a pas de pouvoir. Et ça, c'est l'idée de génie par laquelle Hickman veut commencer son récit Ultimate Spider-Man. Le Maker a empêché plusieurs héros d'apparaître, et dont Spider-Man d'ailleurs, qui n'a donc jamais été piqué par l'araignée, et qui n'a donc jamais eu ses pouvoirs, d'où le fait qu'Oncle Ben soit encore vivant. Ça, c'est les premières pages du récit. Vous vous doutez évidemment qu'il va obtenir ses pouvoirs, la question c'est comment, par qui, qu'est-ce qu'il va en faire, comment il va le prendre aussi, étant donné que maintenant, il a une vie, il a vraiment un risque. Quand il était adolescent, son seul risque, c'était d'être démasqué et que des gens s'en prennent à Tante May et à ses amis. Là, le vrai risque, c'est que des gens s'en prennent à sa famille, et puis il a 35 ans, il a 35 ans, il est plus tout jeune, enfin s'il est encore très jeune, mais il est plus adolescent quoi. Donc on a un postulat de base qui est hyper intéressant, évidemment vous connaissez Hickman, il va partir dans des thématiques de politique, ça va vraiment partir dans du House of Cards, ce qui est assez surprenant pour un récit Spider-Man, et on y reviendra dans les points négatifs, et donc ces personnages évoluent dans l'univers commun avec les autres séries Ultimates. Ce qui veut dire qu'évidemment il y a des liens, mais je trouve qu'elle peut très bien se lire en série indépendante, on peut très bien la lire comme ça sans souci. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, parmi les choses qui m'ont vraiment plu, d'abord il y a une chose qui est assez évidente, qui fait vraiment partie de ce genre de récit-là, c'est le plaisir qu'on peut avoir, comme dans les séries Ultimate et Absolute, à retrouver la redistribution des rôles en fait des personnages. C'est-à-dire que dans Absolute Batman, c'était un plaisir, et c'est encore un plaisir de découvrir qui est devenu qui. Là c'est la même chose, on a hâte de voir comment est devenu Oncle Ben, étant donné qu'il n'est jamais mort, donc comment se passe sa vie, comment sa relation avec Peter a pu évoluer. Ça c'est vraiment une des choses que j'ai préférées dans ce récit-là, c'est voir la relation Peter, Oncle Ben, les voir en fait être proches, les voir avoir cette relation un peu de mentor, un peu père-fils, chose dont nous a toujours privé, et dont l'histoire a toujours privé Peter aussi, donc voilà, c'est assez un plaisir de voir ça. Mais aussi comment d'autres personnages ont pu être mis en avant ici, et notamment comment ils sont réécrits dans cette version alternative, parfois complètement différente de ce qu'on a pu voir précédemment. Personnellement, je suis fan de la narration de Hickman, qui se veut être mensuelle. C'est une narration en fait qui va commencer, alors chaque première page de numéro va vous présenter un mois, donc c'est vraiment une narration qui va suivre le temps réel, le temps de publication réel aux États-Unis, ce qui va permettre de vraiment rythmer le récit, mais à un rythme tranche de vie. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur une série qui va se focaliser sur des moments de vie intime, sur des dialogues, peu d'action. Au final, il y a énormément de dialogues et énormément de discussions entre les personnages pour creuser leur psychologie, creuser les enjeux. On est dans une série qui est franchement politique, chose qu'on ne voit que trop rarement je trouve sur du Spider-Man, sans tomber dans les clichés évidemment des théories du complot. Et donc je suis très fan de ce ton qui est beaucoup plus adulte, beaucoup plus calme, et qui se veut vraiment prendre son temps, même si on sait aujourd'hui que la série va s'arrêter au 24e numéro, et je suis extrêmement triste de me rendre compte qu'on est au numéro 22 aujourd'hui aux US, parce que je suis la série en VO, et ça fait mal de se dire que c'est bientôt fini. Ça sera très certainement donc en 2 tomes en français, mais on est vraiment sur un ton familial, sur un ton où Peter prend le temps de parler
parler avec sa famille, de développer les relations avant et après l'obtention de ses pouvoirs, et évidemment, sa famille va jouer un rôle crucial. Sa famille n'est pas là comme étant juste le talon d'Achille de Spider-Man et de Peter Parker, elle est vraiment là comme un personnage principal, et c'est quelque chose que j'aime énormément dans l'écriture d'Hickman. On se retrouve avec un Peter qui est donc plus humain, parce qu'il est un peu plus vieux aussi, donc il a plus de recul sur la vie, qui est beaucoup plus vulnérable, parce qu'évidemment il a sa famille, il a Oncle Ben, qu'il n'a pas encore perdu, et la tonalité de Hickman qui se veut être très introspective sur qu'est-ce qu'un héros, quels sont les bons choix à faire, faut-il plutôt protéger sa famille ou essayer de prendre des risques pour protéger le monde. Il y a des vrais questionnements qui sont hyper intéressants et que Hickman écrit avec merveille. Je suis aussi très fan de l'équilibre qu'Hickman a réussi à trouver entre vie civile et la vie de super-héros de Spider-Man. Ça peut paraître comme un point négatif et on va revenir dessus après, mais on voit beaucoup plus Peter Parker que Spider-Man. On voit beaucoup plus Peter agir en tant que Peter, donc discuter avec des amis, travailler en fait, discuter dans différentes intrigues, faire avancer les intrigues en tant que civil, plutôt qu'en tant que Spider-Man. Et d'un côté, je comprends que ça puisse être quelque chose qui est assez surprenant, mais je trouve que justement ça donne une force telle que lorsque Spider-Man arrive, lorsqu'on voit Spider-Man, eh ben on est content parce qu'on le voit rarement et c'est toujours hyper impactant. Donc ça permet aussi de rendre les scènes de super-héros beaucoup plus réalistes et plus impactantes puisqu'il passe pas ses nuits dehors, tel qu'on pourrait le penser à œuvrer contre le crime, parce que il a 35 ans, il a une famille, il faut bien qu'il s'en occupe aussi. Donc la vraie force de ce récit-là, c'est aussi ses personnages. C'est vraiment ce qui fait que Ultimate Spider-Man, d'après moi, fonctionne parfaitement. C'est un récit tranche de vie. Si un récit tranche de vie n'a pas des personnages solides et intéressants et très attachants, il tient pas debout. Hickman a réussi ce pari-là en écrivant notamment un personnage que j'adore, Oncle Ben. Il l'a fait très attachant. Oncle Ben qui, pour vous donner un peu de contexte, essaie de monter son propre journal puisque lui veut révéler la vérité sur ce qui se passe, la corruption, tout ça. Et on le suit dans cette aventure avec son meilleur ami, James Jameson, ce que je trouve très marrant. Je trouve le duo absolument iconique. J'ai pu en parler en shorts quand on faisait les différentes reviews en short des différents numéros. Mais alors, je trouve le duo iconique et hyper fonctionnel. On pourrait avoir une série que deux. Moi, je serais très satisfait et très content. Il y a même des numéros entiers, en fait, plusieurs numéros entiers où on voit seulement Oncle Ben et James Jameson avancer dans leur enquête avec d'autres personnages dans leur vie civile. Il y a beaucoup de numéros sans Spider-Man. Autre personnage que j'ai adoré, Mary Jane, qui n'est pas là seulement pour décorer, qui est vraiment un personnage à part entière dans la série. En fait, toute la famille de Peter est hyper importante, que ce soit sa fille, que ce soit son fils, ils vont tous jouer des rôles hyper importants, et aussi avoir leurs propres arcs narratifs, leurs propres arcs émotionnels, ce qui fonctionne très bien. Parlons aussi de James Jameson, j'aime beaucoup ce personnage-là, je trouve qu'il est fantastique. Moi, c'est un de mes personnages préférés de l'univers Spider-Man, qui a magnifiquement été incarné au cinéma dans la trilogie de Sam Raimi. Je trouve que c'est un plaisir de voir James Jameson sous cet angle-là, sous cet angle journalistique avec quelqu'un qui veut vraiment se battre pour montrer la vérité. Bon, ça change un peu de ce qu'on a pu voir précédemment dans d'autres univers, mais encore une fois, le duo avec Oncle Ben est fou. Otto Octavius aussi, qui est écrit d'une façon très différente, très surprenante, je vous laisserai découvrir qui il est. Évidemment, tous les personnages classiques de l'univers, que ce soit Leo Osborn, Harry et Gwen. Je trouve que Hickman a réussi à réinventer cette histoire-là sous un angle, sous un prisme qui est très différent et qui va mêler vraiment des histoires politiques, donc des enjeux politiques, au super-héroïsme, ce qui est quand même quelque chose que l'on voit plus trop souvent, j'ai l'impression, mais que surtout, qui est rarement réussi, du moins qui manque souvent de maturité, et Hickman, justement, apporte, je trouve, cette dose de sérieux, de mature, de dramatique à cette série politique, tranche de vie super-héroïque. Les mauvaises choses, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. On a dit qu'il y avait très peu de Spider-Man, c'est vrai, on voit très peu Spider-Man en costume, on le voit très peu en action. Je trouve que c'est un point fort parce que justement quand on le voit, c'est très impactant, mais c'est des moments qui sont souvent très courts et c'est vrai que ça peut manquer pour un récit qui s'appelle Ultimate Spider-Man, qui révèle sur chaque couverture. Alors les couvertures sont très drôles parce qu'elles font un peu comme à l'époque, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment des couvertures qui vont montrer des personnages dans des scènes qui n'ont rien à voir avec le numéro en question. Mais effectivement, on voit que très peu, trop peu Spider-Man en action. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'effectivement, ça peut perdre certains lecteurs qui veulent lire du Spider-Man plein d'action. C'est pas le cas. Là, l'action n'est pas du tout à son comble, il y a des conversations tout le temps, c'est même assez verbeux parfois. Mais pour ces 12 premiers numéros, je trouve qu'on est vraiment sur un rythme de croisière qui est lent, qui avance doucement, qui viendra par vous récompenser au bout d'un moment évidemment, mais qui en tout cas se veut lent, parfois trop lent pour certains lecteurs je pense. Ça peut aussi malheureusement être une série qui peut parler qu'aux nouveaux, enfin pas qu'aux nouveaux lecteurs, mais qu'aux lecteurs de longue date, parce qu'un des plaisirs, comme je l'ai dit, de cette série-là, c'est de redécouvrir les nouveaux rôles des personnages emblématiques qu'on aime. Donc ça veut dire comprendre les codes, connaître les codes de Spider-Man, et donc si on ne connaît pas les codes de Spider-Man, je pense qu'on peut passer à côté d'une certaine portion du plaisir qu'on peut avoir à lire cette série-là. Aussi, le nom, Ultimate, j'avoue que Ultimate Spider-Man
n'a absolument rien à voir avec la série de Bendis des années 2000. Donc c'est vrai qu'au niveau de la tonalité, on est sur quelque chose d'hyper différent de la série Ultimate des années 2000, de la série Ultimate Spider-Man de Bendis, qui avait un ton en fait de modernisation du récit de Stan Lee, enfin des origines en fait de Spider-Man, avec un ton très adolescent, beaucoup plus léger. Là on est sur quelque chose qui est très peu riche en action, qui est très politique, très tranche de vie, très dramatique, beaucoup plus mature. Honnêtement, moi je trouve que c'est très bien, mais je comprends que ça puisse rebuter certains, puisqu'on peut se demander pourquoi cette série s'appellerait Spider-Man au final, puisque elle passe plus de temps à nous montrer un Peter Parker en civil et des personnages annexes de la série dans leur vie de tous les jours. Parlons rapidement des dessins, parce que c'est évidemment crucial pour un comics. Marco Checchetto, dites-le 10 fois sans bafouiller, c'est terrible. Un artiste magnifique, un artiste extraordinaire, je trouve qu'il arrive à rendre parfaitement ce ton beaucoup plus mature et sérieux, tranche de vie en fait, au personnage et à la série de Hickman. Il y a certains décors, bon, qui font quand même très numérique et un peu copier-coller modèle 3D, mais en soi les personnages sont hyper expressifs, les scènes d'action lorsqu'il y en a sont magnifiques, je suis très fan de son trait, de son Spider-Man, de son Peter Parker, qui semble ne jamais changer de t-shirt d'ailleurs. Mais voilà, je trouve qu'au niveau du dessin, ça fonctionne parfaitement. Il y a certains épisodes qui sont dessinés par Messina. Honnêtement, je suis pas du tout fan du style de Messina, j'aime pas son trait, ça c'est complètement subjectif, mais c'est sur des épisodes qui sont plutôt annexes, qui vont permettre majoritairement que de la discussion, que de la conversation de fond. Des épisodes très bons, mais qui font avancer le récit à un rythme très lent. Donc niveau dessin, c'est vraiment sympa, surtout les planches de Checchetto, ils signent vraiment des planches monumentale lorsqu'il nous montre Spider-Man, ce qui aussi contribue au fait d'être d'autant plus heureux de voir les quelques scènes de Spider-Man que l'on peut retrouver dans ce récit-là. Bref, partons dans une partie spoil quelques minutes avant de passer rapidement à qui ça s'adresse. Donc si vous ne souhaitez pas être spoilé parce que vous ne l'avez pas encore lu, passez ces quelques minutes, le chapitrage est juste là, passez directement à qui ça s'adresse pour voir si ce comics est fait pour vous. Bon, partie spoil, alors il y a quand même... c'est un peu dur à spoiler je trouve, parce qu'il se passe pas tant de choses que ça. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont plutôt liées à l'univers en tant que tel, que ce soit l'attaque de New York, tout ce qui a pu se passer derrière, ce qu'on découvre dans le premier numéro en fait, mais je pense que c'est important de pas en parler, en partie no spoil, parce qu'on découvre aussi l'ambiance générale qu'il y a à New York avec le Kingpin, qui est le méchant potentiellement principal, mais qui travaille évidemment pour le Maker. La façon dont Tony Stark va donner ses pouvoirs à Spider-Man, très sympa, notamment la technologie Picotech et tout ce qui va avec. Tous les différents costumes, les relations avec sa fille, je trouve ça génial, le fait que Hickman rend hommage en fait aux différents costumes de Spider-Man, qui est vraiment des vannes dessus, mais aussi tout le relationnel avec Otto Octavius, que je trouve très drôle, parce que bon, Otto et Peter ne s'apprécient pas trop, ils sont amis communs avec Harry Osborn, qui est donc le bouffon vert ici, mais Harry Osborn qui est un bouffon vert un peu particulier, puisque le bouffon vert est gentil, et ça c'est assez fun, de voir un bouffon vert qui est justement une sorte de héros, potentiellement anti-héros. On sent qu'il a quand même un penchant lié à ses traumatismes par rapport à son père et à la perte de son père. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié l'utilisation notamment de la technologie Picotech, qui permet aux héros, donc Spider-Man, mais aussi le bouffon vert, de choisir une voie en fait pour l'IA qu'ils vont avoir dans leur costume. Ça fait un peu Iron Man dit comme ça, mais c'est surtout une technique narrative qui permet de mettre en avant les traumatismes, que ce soit Peter qui veut s'écouter lui-même, qui veut écouter une version raisonnable de lui-même, qui vise surtout à protéger sa famille, contrairement à Harry qui a vraiment des traumatisme profond lié à la perte de son père, et qui lui décide en fait d'entendre la voix de son père avec la personnalité de son père, donc un père qui le rabaisse constamment et qui peut potentiellement le faire passer du côté obscur. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va se passer dans les numéros prochains, ou du moins dans la suite de l'arc, parce que ça me paraîtrait plutôt logique que Hickman développe cette relation très amicale entre les deux pour les confronter à un moment ou à un autre. Je pense que ça fera un excellent récit, et je pense que ça serait plutôt solide comme conclusion de la saga. Mais le relationnel avec Otto est très drôle, on sent qu'Otto peut avoir un rôle fondamental dans la suite, j'ai très hâte de le voir passer à l'action au final, parce que c'est une réécriture du personnage qui est vraiment intéressante. Après, tout le mythe autour de Gwen Stacy et Harry, qui justement essaient de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans ce monde-là, j'aime bien ça. C'est vrai que parfois ça peut un peu nous perdre, j'avoue que la série en VO m'a parfois un peu perdu, il fallait que je relise certains épisodes pour me remettre dans le bain, parce que lire ça un peu tous les mois, je trouve que quand on lit plein de choses, on peut passer un peu à côté de certains éléments de lore. Mais alors c'est pareil, je trouve que le quatuor ici, Harry Osborn, Gwen Stacy, qui est vraiment un personnage très fort, Mary Jane et Peter, les 4 amis de la fac qui là apprennent à se connaître, je trouve ça très marrant en fait de les voir dans ce registre-là, puisqu'on voit que ça a parfois du mal à coller entre eux. Il est très pote avec Harry qu'il a rencontré, puisqu'ils partagent ce secret en commun, et ce projet aussi en commun. Et donc c'est un duo assez iconique, c'est un duo inattendu et avec une évolution assez forte, et qui donne très très envie de voir la suite.
notamment après l'épisode 12. L'épisode 12 de Noël, qui était très sympa, moi j'ai beaucoup aimé l'épisode 12, qui fait pas forcément avancer l'intrigue, je vous promets qu'à partir du suivant ça avance, enfin, notamment à partir du 13. Mais en soi, c'est vraiment un plaisir de retrouver ces personnages-là avec les méchants emblématiques que l'on connaît tous, quoi, sous différentes versions. Mr. Negative, je suis pas très fan, mais je trouve que Keketo le met très bien en avant, par son trait, par son dessin, c'est magnifique. Il me semble que c'est dans l'épisode 11 ou 10, je ne sais plus, mais en tout cas même les premières confrontations avec le Kingpin sont phénoménales, ce qui rend notamment aussi l'action beaucoup plus impactante, dans un récit qui se veut très riche en dialogue, et majoritairement très très calme. Je trouve que, pour moi, la vraie force de ce Ultimate Spider-Man, c'est vraiment le duo Oncle Ben et James Jonah Jameson, qui vont former leur propre journal, avec l'aide de Mary Jane, parce qu'ils ont besoin de Mary Jane pour percer, en quelque sorte. Je trouve que c'est vraiment leur duo qui va vraiment mettre en avant aussi une critique de la presse. On a quelque chose qui est vraiment intéressant dans ces thématiques-là, dont on va parler juste après, mais c'est vraiment écrit d'une main de maître, je trouve. Je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à mentionner dans la partie spoil, parce que c'est vrai qu'il se passe finalement peu de choses, donc fermons cette bulle. Bon, la vraie question c'est à qui ça s'adresse. Hickman vient vraiment écrire ici un récit Spider-Man avec des thématiques très fortes, très matures, que ce soit la politique, la corruption, le rôle de la presse dans la politique et la corruption, donc aussi le fait de rétablir la vérité dans un monde qui est contrôlé par une élite qui essaie, elle, de contrôler la vérité. Donc on voit des parallèles très forts avec ce qui se passe aux États-Unis depuis plusieurs années évidemment, mais on retrouve surtout un récit qui veut se plonger dans une tonalité beaucoup plus adulte. Donc effectivement, si vous êtes un lecteur de longue date de Spider-Man, je pense que ça peut être une lecture très différente, il faut juste être conscient du fait que c'est pas bourré d'action, que c'est beaucoup plus mature et très lent, c'est du Hickman, mais je pense que vous allez absolument adorer cette réécriture des origines de Spider-Man, et puis surtout découvrir tous ces autres personnages emblématiques, ces personnages secondaires, qui sont vraiment mis en avant ici, et c'est très bien. Si vous êtes nouveau lecteur, c'est là que ça peut être un peu plus compliqué, je pense que c'est une série que vous pouvez commencer sans problème, si vous connaissez un peu les codes de Spider-Man, si vous avez vu les films déjà, ça vous donne suffisamment d'indications pour apprécier largement ce comics-là, mais je pense que c'est avant tout un récit qui s'adresse aux personnes qui ont grandi avec Spider-Man, aux personnes qui ont aujourd'hui un peu plus de 30 ans, qui ont potentiellement une famille, et qui en tout cas ont grandi avec Peter, puisqu'on leur donne un Peter qui se retrouve dans les mêmes problématiques, en quelque sorte, mais dans le même contexte familial qu'eux, et donc finalement ce que demandent pas mal de fans dans la continuité, chose qui n'a pas vraiment été faite depuis. Donc je pense que c'est un récit qui s'adresse aux personnes qui veulent un récit Spider-Man mature et politique. Si vous êtes nouveau lecteur, tentez l'expérience parce que ça reste un excellent comics, mais sachez que dans ces 12 premiers épisodes, il se passe pas mal de choses, mais l'action n'est pas au centre. Bref, pour conclure, un an après, je trouve que Ultimate Spider-Man a vraiment réussi son pari, Hickman a vraiment réussi son pari ici, qui était assez risqué, de réinventer les codes de Spider-Man pour nous proposer une réitération beaucoup plus mature et sombre du personnage sans tomber dans les clichés de l'adolescent contrarié. Donc c'est très réussi, je suis très fan de cette série. Je continue de la lire en VO, comme je l'ai dit, la série s'arrête au 24e numéro, donc ça veut dire que là, si vous avez acheté le tome 1, vous avez lu la moitié de la série, et ouais, c'est un peu triste, mais on verra bien ce que nous réserve Marvel pour la suite. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce Spider-Man en commentaire, dites-moi ce que vous pensez aussi des autres séries Ultimate. Il y en a certaines qui font un peu parler, notamment X-Men de Momoko. Moi, je retourne lire quelques comics. Bonne lecture à tous, merci de votre fidélité, ciao.